Très bien, donc je suis honoré et impressionné de prendre la parole ce soir devant une assemblée aussi nombreuse et aussi prestigieuse. Pour tout dire, c'est moi qui avais proposé à Pierre-Yves de venir vous parler. C'était au mois de juin. Et à l'époque, je devais intervenir à un colloque autour de la pensée de René Girard qui se tenait à l'Institut catholique. Et comme il y avait, je crois, eu un désistement dans votre planning de conférence, je m'étais dit que les planètes s'alignaient et que ce serait pour moi l'occasion de faire la rencontre du cercle Aristote, qui n'est pas du tout pour moi de l'ordre de la terre inconnue, puisque j'ai suivi la naissance du cercle Aristote, je crois dans le 2008, si je ne dis pas de bêtises, et puisque la naissance du cercle Aristote a correspondu à la première période de mon engagement politique, à une époque où j'étais rentré au Front National à l'époque et où j'avais eu l'occasion de me présenter aux élections législatives. Bon, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, vous comprendrez pourquoi. Alors c'est Pierre-Yves Rougeron qui m'a dit que ça n'était finalement pas possible d'intervenir au mois de juin, et le hasard fait bien les choses, puisque depuis le mois de juin, deux projets éditoriaux qui me tiennent particulièrement à cœur ont bien avancé. Le premier d'entre eux, donc Pierre-Yves y a fait allusion, donc c'est la revue Antigone. La revue Antigone, dont je suis effectivement le directeur éditorial, mais qui est une émanation de la Société des Amis de Joseph et René Girard, qui a été fondée en 2019. Au départ, l'idée n'était pas de fonder une revue, mais simplement de participer modestement à la commémoration de la naissance de René Girard à Avignon, le centenaire de sa naissance, commémorer le centenaire de sa naissance à Avignon en 2023. Et puis, alors, l'imprimeur nous a fait quelques farces, si bien que nous avons un retard dans l'impression de la revue. Je n'ai en ma possession que cette épreuve, mais si mon propos vous intéresse, je tiens à votre disposition une petite brochure de présentation qui vous permettra d'en savoir plus à ce sujet. Le deuxième projet éditorial, mais personnel, celui-là, c'est la sortie d'un livre qui s'intitule Tragique Espérance. Et alors là aussi, le hasard a failli bien faire les choses, puisque pour la même raison, l'imprimeur s'est fait tirer les oreilles, et donc je n'ai pas en ma possession, contrairement à ce que j'espérais, les premiers exemplaires de Tragique Espérance qui arriveront la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé par Tragique Espérance, il suffit de me retrouver très facilement sur Facebook et de m'envoyer un message privé. Alors, Tragique Espérance est le titre que j'ai aussi choisi pour la conférence de ce soir. Donc, je voudrais tout de suite dissiper une équivoque. Tragique Espérance n'est pas un traité de philosophie dont je vais vous dispenser aujourd'hui en 45-50 minutes une forme de résumé rapide. Tragique Espérance est d'abord un récit, quelque chose qui est à mi-chemin entre un récit et un décryptage littéraire des séquences narratives qui ont animé notre actualité depuis 2020, puisqu'aussi bien dans Tragique Espérance, je traite successivement de la séquence Covid, de la séquence électorale, de la séquence Ukraine et de la séquence émeute dans les banlieues. Voyez, et c'est en écrivant ce livre au fil de l'eau, comme un récit, que j'ai été amené, en complémentarité avec ma lecture ou ma relecture de René Girard dans le cadre de la préparation du centenaire, à affiner un certain nombre de concepts que j'ai résumés sous l'expression oxymorique de tragique espérance, et dont aujourd'hui, à l'occasion de cette petite conférence, je vais essayer de vous donner un aperçu à la fois synthétique, mais compréhensible. Autre précaution liminaire, avant de rentrer dans le vif du sujet, les propos que je vais tenir ce soir, même si je suis directeur éditorial de la revue Antigone, n'engagent en rien la revue Antigone, puisque le discours que je vais tenir, qui est mon interprétation personnelle du girardisme, n'est qu'une facette dans la réception du girardisme, qui est évidemment à droite citée dans la revue Antigone, mais nous tenons absolument que la revue Antigone laisse place à toutes les facettes du girardisme, dont ce que je vais vous dire ce soir n'est que l'une des multiples, comme vous l'a dit Pierre-Yves. Alors je dois remercier le Cercle Aristote d'avoir accepté de me donner la parole, parce que par certains côtés, je me reconnais tout à fait dans l'expression heureuse de Pierre-Yves, je me vis pleinement comme un souverainiste à poil dur, si vous voulez, mais mon interprétation du souverainisme à la lumière de la pensée de René Girard, peut-être certains d'entre vous me suivent déjà sur les réseaux sociaux, m'ont amené à développer un certain nombre de positions dans la même manière d'interpréter l'actualité politique, des positions qui ont pu être interprétées comme très à gauche, voire gauchistes. Donc, je prends comme une marque de confiance le fait que le Cercle Aristote m'invite aujourd'hui, et conformément à son éthique du dialogue, me permette de m'expliquer de ces accusations, si tant est qu'on puisse parler d'accusations, rendre compte de ma pensée en face à face et d'introduire à son sujet un dialogue direct avec vous.
Alors, mon exposé d'aujourd'hui va chercher à rendre compte, encore une fois de façon à la fois synthétique mais claire, d'un point d'équilibre fragile et provisoire entre les deux pôles de mon cheminement personnel. Deux pôles qui sont en tension et qui se problématisent l'un l'autre. Alors le premier de ces pôles, j'en ai déjà parlé, c'est un goût pour l'indépendance et pour la souveraineté en amont de toute démarche intellectuelle pour l'informer et le rationaliser, et qui explique donc les choix politiques que j'ai pu être amené à opérer. Et par ailleurs, une fréquentation relativement tardive de la pensée girardienne, dont je pourrais dire, je vais y revenir plus en détail, quelle a été cette pensée girardienne le fil qui m'a toujours relié à la foi catholique. Alors c'est peut-être le moment, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de vous expliquer pourquoi cette fréquentation tardive, parce que ça va me permettre d'esquisser à grands traits quelques particularités biographiques qui me paraissent intéressantes pour saisir la pensée de René Girard. Bon, René Girard est issu d'une famille française tout à fait caractéristique, c'est-à-dire d'une famille française très passionnée par la politique et, je dirais, travaillée par des scissions idéologiques assez profondes. René Girard était, par sa mère, issu d'une famille de la petite aristocratie vauclusienne, qui compte des religieuses martyrs sous la Révolution. Donc sa mère était une femme conservatrice, de droite, animée par une piété extrêmement fervente. Et par ailleurs, son père, lui, était un radical socialiste, très anticlérical, enfin très relativement anticlérical, et qui est en quelque sorte la figure archétypique, si vous voulez, de l'érudit style Troisième République. Hein. C'était donc Joseph Girard, d'où le nom de notre société. Joseph Girard qui a terminé sa carrière comme conservateur du Palais des Papes. Alors, je pense que René Girard a été travaillé, lui aussi, par cette scission idéologique. Et je pense que son départ aux États-Unis, juste après la guerre, juste après qu'il a terminé sous l'impulsion de son père ses études à l'école des Chartes, son départ aux États-Unis, où il a finalement fait carrière, sans que ça relève d'un projet clairement mûri à l'avance, son départ aux États-Unis relève sans doute chez lui de la volonté de prendre du champ et de développer une synthèse qui lui soit propre entre ces courants idéologiques très différents, voire opposés. Alors la situation ne s'est pas améliorée par la suite, puisque René Girard, je vais y revenir, a été amené dans un premier temps à fréquenter la pensée structuraliste, la pensée de la déconstruction, ce qui l'a amené ensuite dans les années 60 à prendre de nouveau des choix politiques qui l'ont mis en porte-à-faux par rapport à sa famille française, notamment autour de la question de l'Algérie française. Et puisque lui aussi bien était un défenseur de l'indépendance, alors que dans ma famille, il y a un certain nombre de gens qui se sont engagés très avant dans la défense de l'Algérie française. Donc moi, je suis né dans les années 80 et René Girard, du côté français, n'était pas une évidence. René Girard était auréolé d'un prestige sulfureux. Bon, c'était l'oncle d'Amérique, avait réussi à mener une carrière universitaire prestigieuse et dont on était assez fier de pouvoir faire état des interventions médiatiques assez remarquées chez Bernard Pivot, notamment à la fin des années 70 ou au début des années 80. Mais c'était quand même voilà, quelqu'un qu'on soupçonnait de sympathie avec le communisme, quelqu'un de pas très fréquentable sur le plan des idées qu'il professait. Et donc effectivement, ma fréquentation de la pensée de René Girard, même si j'ai quand même toujours été dans une forme de proximité avec certains de ces concepts, elle date réellement de mes études supérieures, hein, donc du début des années 2000. Donc la pensée girardienne, pour moi, n'est pas une évidence, hein, même si par ailleurs, mon exposé d'aujourd'hui s'inscrit quand même, et j'aime autant l'assumer, dans une dimension mémorielle, hein, puisque moi je suis historien de formation, je ne suis pas philosophe. Donc mon exposé n'est pas je dirais, une restitution universitaire de la pensée de René Girard. Donc je vais dans un premier temps, essayer de vous présenter de façon la plus claire possible, mais peut-être certains en savent-ils déjà plus long que moi à ce sujet, quelques concepts fondamentaux de la pensée girardienne. Ensuite, j'aimerais vous montrer comment, par le prisme girardien, on peut avoir une approche qui me paraît extrêmement stimulante de la crise identitaire qui, on va dire, agite l'Occident à la fin du XXe siècle, et essayer de vous montrer, sans anticiper sur ce que je vais dire plus tard, essayer de montrer que si on lit la crise de l'Occident à la lumière de la pensée de René Girard, on se rend compte que l'Occident n'est pas confronté à un choc des civilisations, mais plutôt à un choc des ressemblances. C'est ce que je vais me donner comme défi de tenter de vous expliquer, même si ce n'est pas évident. Et à la fin, en dernière partie, je vais tenter de problématiser le titre que j'ai proposé à Pierre-Yves, celui de Tragique Espérance,
vous montrer que ce n'est pas simplement une figure de style poétique, mais qu'à travers cette expression, j'ai essayé de rendre compte de la manière dont on peut faire de la politique avec René Girard, sachant que c'est un défi de faire de la politique avec René Girard, puisque comme je vais vous le montrer, René Girard a développé par rapport à l'action politique une position attentiste qui rend difficile la convocation de sa théorie dans le cadre d'une praxis politique. Alors commençons par décrire à grands traits quelques-uns des concepts fondamentaux de la pensée girardienne. La base de la pensée girardienne, elle se formalise au début des années 60 dans un livre que la plupart des hippocagneux connaissent qui s'intitule « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». Mensonges romantiques et vérités romanesques, comme son titre l'indique, c'est la découverte littéraire de la notion de désir mimétique. Alors vous savez peut-être que dans son introduction à la psychanalyse, Freud se présente comme le troisième grand pourfendeur de la mégalomanie humaine, puisqu'il inscrit ses travaux dans la continuité de ceux de Copernic, qui a remis en question la centralité de la Terre par rapport à l'univers, dans la continuité des travaux de Darwin, qui a remis en question la spécificité de l'homme par rapport au règne animal. Avec Freud arrive le concept d'inconscient, au terme duquel, je cite, « le moi n'est pas maître dans sa maison ». Avec René Girard, on a affaire à la quatrième grande remise en cause de la mégalomanie humaine, puisque si on suit René Girard, non seulement le moi n'est plus maître dans sa maison, mais le moi n'a plus de maison du tout. En effet, dans la pensée de René Girard, le moi se présente, hélas, c'est une passerelle évidente avec la pensée de Simone Veil, le moi se présente comme un manque d'être qui fait que l'homme n'est pas seulement guidé par son instinct vers des objets qui sont extérieurs à lui et qui sont nécessaires à sa conservation, mais que le désir est triangulaire, c'est-à-dire que ce que nous désirons, nous ne le désirons pas seulement parce que nous en avons besoin pour vivre, nous le désirons parce que nous imitons le désir d'autrui. Donc nous avons un triangle avec un objet, et puis un sujet et un modèle. Donc René Girard, au fond, pourfend dans Mensonges romantiques et vérités romanesques la souveraineté romantique de l'individu qui croit en la spontanéité et en l'originalité irréductible de son propre désir. Bon, c'est le coup de foudre, qui est une figure habituelle des romans à l'eau de rose. Il pourfend aussi un utilitarisme à la fois marxiste et libéral qui dépeint l'humain comme un être égoïste, rationnellement occupé à se disputer des objets qui seraient désirables en soi. Un objet désiré, pour René Girard, est d'abord un objet possédé par un autre, qu'on prend pour modèle. Alors la littérature est évidemment un champ d'expérimentation idéal pour cette approche du désir. On peut citer ici, sans rentrer dans les détails, Don Quichotte qui s'en prend au moulin à vent, par fascination des romans de chevalerie et par imitation d'Amadis de Gaulle. On peut citer donc Paolo et Francesca dans la Divine Comédie, qui sont décrits en train de tomber amoureux l'un de l'autre en lisant les aventures de Lancelot et de la reine Guenièvre. On peut parler enfin, pour prendre un autre exemple cher à René Girard, Emma Bovary, qui ne vit plus que par procuration des héroïnes de romans. Tous ces exemples sont au fond la vérité romanesque, c'est-à-dire la vérité littéraire, de ce que René Girard appelle le mensonge romantique. Alors il ne s'agit pas simplement d'un concept littéraire. René Girard, lorsqu'on l'interrogeait sur cette nature triangulaire du désir, prenait souvent des exemples très concrets, liés à notre vie quotidienne, qui nous montrent que cette approche littéraire du désir correspond à une réalité parfaitement triviale. Et typiquement, la publicité moderne fonctionne sur la base de la définition triangulaire du désir. Puisque quand vous regardez un spot télévisé qui vous vante les qualités d'un véhicule, par exemple, il est très rare qu'on vous affiche un tableau spécifiant la vitesse, la consommation, enfin toutes les qualités objectives du véhicule. En général, une marque va financer très cher une partie de l'être de cette vedette. Alors tous les exemples que je viens de vous citer relèvent de ce que René Girard appelle la médiation externe. Alors pourquoi appelle-t-il cela la médiation externe? Parce que dans le cas de Don Quichotte, qui imite Amadis de Gaulle, comme dans le cas du contemporain qui va acheter une voiture parce qu'il a été sollicité par une publicité qu'il a vue à la télévision, le modèle est toujours externe, il ne se positionne jamais comme obstacle.
Quand vous regardez à la télévision une publicité et que inconsciemment ça déclenche chez vous une envie d'achat du véhicule, vous n'allez pas déclarer la guerre à Tom Cruise ou à je ne sais quelle vedette que la marque a payé très cher pour pouvoir conduire le véhicule. L'industrie automobile est précisément pensée pour produire en quantité indéfinie l'objet de votre désir, et donc vous n'allez jamais rentrer en conflit avec la personne par l'intermédiaire de laquelle vous avez désiré le véhicule. De la même façon, Don Quichotte, qui est fasciné par les romans de chevalerie, ne va jamais rentrer en concurrence directe avec les héros qu'il imite. Le problème devient crucial à partir du moment où la médiation se fait interne, c'est-à-dire à partir du moment où le modèle devient obstacle. Alors, l'exemple typique, c'est l'exemple de la rivalité amoureuse ou c'est l'exemple de la relation maître-disciple. Le maître se situe par rapport au disciple dans la position de quelqu'un qui enjoint au disciple de l'imiter, et à partir du moment où le disciple imite le maître et qu'il est en position de le dépasser, à ce moment-là, le maître devient obstacle au désir du disciple, puisque le disciple est en situation de rivaliser avec le maître. D'accord ? Donc, l'imitation se met, à cause de la médiation interne, à fonctionner dans les deux sens. Alors l'exemple qu'on peut citer, qui est assez parlant, c'est l'exemple de l'Éternel Mari chez Dostoïevski, qui a été adapté au cinéma en 1946 avec Rému, sous le titre L'homme au chapeau rond, et où l'on voit, le héros dont la femme est morte et qui insiste auprès de l'ancien amant de sa femme morte pour lui présenter sa nouvelle fiancée parce qu'il est incapable de désirer sa nouvelle fiancée en dehors du désir de celui qui lui a ravi sa femme. René Girard parle alors de désir métaphysique dans le sens où le médiateur est pourvu d'une autonomie divine, lui est réputé être capable de désirer par lui-même, dont l'imitateur cherche à s'emparer, s'imaginant être le seul à en être privé. Paraphrasant Sartre dans Mensonges romantiques et vérité romanesque, René Girard propose la formule suivante: non pas l'enfer c'est les autres, mais chacun se croit seul en enfer et c'est cela l'enfer. On a là donc deux conséquences anthropologiques majeures. Première conséquence anthropologique, dans l'univers de la médiation interne, les rivaux tendent à devenir des doubles, à se ressembler de plus en plus, et la seule issue de leur conflit est la destruction de l'objet désiré. La violence devient strictement réciproque et n'a plus d'autre objet qu'elle-même, n'a plus d'autre enjeu qu'elle-même. Et puis la deuxième conséquence anthropologique, qui est davantage propre à la modernité, c'est ce qu'on appelle la folie, toutes les névroses qui sont identifiées, qui sont analysées par la psychanalyse, et qu'on cherche à différencier comme pathologie, précisément pour ne pas voir, pour s'empêcher de voir que cette folie est la vérité du désir métaphysique conduite jusqu'à son terme. Donc ça, c'est le désir mimétique. Vient ensuite le tournant anthropologique. Alors pourquoi René Girard est-il passé de la littérature à l'anthropologie ? Comme je vous l'ai dit en introduction, René Girard, dans la première partie de sa carrière, est très proche de toutes les pensées de la déconstruction. Il a échangé de manière très suivie avec des gens comme Barthes et Derrida, et en 1969, dans le cadre de sa carrière universitaire aux États-Unis, il organise un grand colloque qui va introduire là-bas ce qu'on a appelé par la suite à ce colloque, la Fringe Theory. Et alors là, il va y avoir un tournant dans la vie de René Girard, puisque René Girard dit lui-même qu'il a le sentiment d'avoir introduit la peste dans l'université américaine. En fait, René Girard comprend à ce moment-là que son projet, qu'il définissait comme la déconstruction, je cite, la déconstruction salutaire du vieil idéalisme allemand, est en train de tourner, je le cite de nouveau, au nihilisme cognitif. Or, la déconstruction girardienne du langage n'est pas un nihilisme cognitif, puisque la déconstruction girardienne du langage se vit précisément comme une méthode d'accès au réel dont il est partie prenante. René Girard, à aucun moment, ne considère que sa destruction du langage en vient à remettre en question l'existence même du réel, comme ça peut être le cas dans les parties les plus extrémistes de la pensée structuraliste. C'est pourquoi René Girard décide de quitter le champ de la littérature, qu'il considère comme étant définitivement perdu, définitivement abandonné au champ de la déconstruction, et qu'il se met à s'intéresser à l'anthropologie en se posant en fait une question très concrète, qui est qu'à partir du moment où les sociétés humaines sont affectées par le désir mimétique qui remet en question sa propre survie, eh bien comment de fait les sociétés humaines ont-elles survécu ? Et là, il s'aperçoit d'un phénomène circulaire très étrange. Il se plonge dans la littérature anthropologique classique de la fin du XIXe siècle, d'approche positiviste,
Et il constate donc un phénomène circulaire très étrange. Ce phénomène circulaire se présente de la manière suivante, dans la plupart des mythes fondateurs, des sociétés archaïques. Il est criminel de tuer la victime parce qu'elle est sacrée, mais la victime ne serait pas sacrée si on ne la tuait pas. Et donc René Girard va se demander quelle est la nature de cette chose qui est à la fois très sainte et très criminelle. Et comme il l'explique dans La violence et le sacré, René Girard balaye le concept, je le cite, d'ambivalence. Il dit que l'ambivalence par laquelle on a essayé de rendre compte élégamment de ce phénomène circulaire est un non sonore par lequel on a cru clore le problème, alors qu'on n'a fait que désigner son absence de solution. C'est dans ce contexte que naît l'identification du mécanisme sacrificiel dans son deuxième maître ouvrage, qui est La violence et le sacré. Alors je vais là résumer à grands traits, de la façon que j'espère la plus claire possible, encore une fois, la séquence girardienne d'élucidation du mécanisme victimaire. Alors l'élément fondateur, c'est celui de victime émissaire, qu'on appelle aussi le bouc émissaire, mais René Girard a préféré ensuite parler de victime émissaire. Je n'ai pas le temps d'approfondir ce point, on pourra y revenir si vous voulez dans les questions. René Girard décrit au fond une communauté humaine embrasée par la violence et dans laquelle le motif objectif, c'est-à-dire la cause de la querelle, s'il y en a une, a été oublié depuis longtemps. Et dans cette querelle qui n'a plus d'autre objet qu'elle-même, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne subsiste plus que des doubles. Ce que René Girard va appeler, je le cite, des jumeaux de la violence. On est donc dans une situation d'indifférenciation totale. Et alors, dans cette situation de conflit généralisé de tous contre tous, au moment où on va basculer dans le chaos et où la survie de la société, de la communauté est menacée, brusquement, le soupçon, alors je cite René Girard, le soupçon de chacun contre chacun devient la conviction de tous contre un seul. Et René Girard explique que, je le cite de nouveau, l'indice le plus dérisoire, la présomption la plus infime, va se communiquer des uns aux autres à une vitesse vertigineuse et se transformer presque instantanément en une preuve irréfutable. La conviction fait boule de neige, chacun déduisant la sienne de celle des autres sous l'effet d'une mimésis quasi instantanée. Donc, toutes les rancunes éparpillées sur 1000 individus différents, toutes les haines divergentes, vont brusquement se polariser sur un individu unique que René Girard appelle la victime émissaire et dont la mise à mort réconcilie tout le monde. Ce processus, René Girard l'appelle la première substitution, celle qu'on ne perçoit jamais et qui est en fait, je le cite, la substitution de tous les membres de la communauté à un seul. Ça, c'est le premier moment de la séquence du mécanisme victimaire tel que décrit par René Girard. Vient ensuite le temps du mythe. Alors, qu'est-ce que c'est le mythe ? Eh bien, c'est le mythe. Le mythe, c'est la manière, dont la communauté va se raconter cette histoire formidable, au sens étymologique, qui vient de lui arriver. Alors, comment fonctionne la production mythologique ? Eh bien, l'indifférenciation qui s'est emparée de la société, de la communauté, va être présentée sous une forme réifiée, comme un phénomène naturel ou contagieux, par exemple, typiquement la peste, qu'on retrouve dans beaucoup d'épisodes de la mythologie. Et la différence va être restaurée sous les traits d'un héros qui, dans un premier temps, a commis quelque chose d'horriblement énorme, qui a assassiné la différence, par exemple sous la forme d'un parricide ou d'un inceste. Et dans un second temps, après que sa mise à mort a ramené la paix, il va être divinisé. D'accord ? Donc c'est cette divinisation dont la mythologie est la trace. Et c'est ce qui explique aussi, comme le dit René Girard à plusieurs moments, que, en définitive, la mythologie grecque, par exemple, la mythologie gréco-romaine, se présente comme une cour des miracles. D'accord ? Il est très étonnant de voir que la plupart des héros de la mythologie gréco-romaine sont tous affectés d'un défaut physique, ils boitent, ils louchent, enfin, vous voyez, ils ont tous un petit problème quelque part. Et René Girard identifie dans ce défaut que nous raconte la mythologie ce fameux indice de départ qui a permis de restaurer aux dépens de cette victime les différences que la crise mimétique était sur le point de faire disparaître. Troisième temps, le rituel. Alors, qu'est-ce que c'est que le rituel ? Eh bien, le rituel, c'est les hommes qui ont observé ce qui s'est passé et qui vont expérimentalement, empiriquement, tenter de le rejouer pour en reproduire les effets, sans pour autant que ça redéclenche la crise d'indifférenciation qui menace la survie de la communauté. C'est ce que René Girard appelle la deuxième substitution. Elle consiste à substituer à la victime originelle, celle de la première substitution, une victime appartenant
à une catégorie sacrifiable. Et là, on est devant un processus de réglage empirique que René Girard n'hésite pas à désigner comme étant scientifique. C'est-à-dire que expérimentalement, la communauté va essayer de trouver le subtil dosage entre une victime qui serait trop éloignée de la communauté et dont la mise à mort ne serait pas susceptible de ramener la paix, et au contraire une victime qui serait trop proche de la communauté et dont la mise à mort serait aussitôt susceptible de réenclencher le processus de vengeance qui remet en jeu la vie de la société. Et enfin, quatrième temps de la séquence girardienne de la mécanisme sacrificiel, ce qu'on appelle les interdits. Alors les interdits relèvent aussi d'une approche expérimentale et scientifique, c'est-à-dire que les hommes vont désigner comme étant impurs toutes les situations où ils ont été amenés à repérer que la contagion de la violence peut reprendre. Alors certains de ces interdits, au fond, nous paraissent logiques, parce qu'ils déterminent encore nos rapports sociaux. Ce sont par exemple tous les interdits qui déterminent les règles de la parenté. Par exemple, l'interdit du tabou et de l'inceste. Personne aujourd'hui ne trouve illogique enfin personne. Bon, bref, on va dire que les individus normalement constitués ne considèrent pas comme illogique le tabou de l'inceste et enfin, tous les tabous qui sont liés aux règles de la parenté. Alors d'autres, en revanche, sont plus étranges et ont longtemps intrigué les anthropologues. Ce sont par exemple tous les tabous primitifs autour du sang et qui ont des implications sur la procréation et sur le rapport à la femme dans les sociétés archaïques. Alors dans l'anthropologie classique, on avait pris l'habitude de considérer que les hommes primitifs plaquaient sur la nature des explications qui étaient liées à leur expérience sociale. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Et donc typiquement, les primitifs auraient interprété le phénomène naturel de la sexualité au travers de l'expérience sociale de la violence, ce qui explique le tabou du sang, reporté singulièrement sur la femme, et donc ce serait à mettre en relation avec toutes les interprétations psychanalytiques liées au refoulement de la sexualité. Pour René Girard, c'est exactement l'inverse. René Girard inverse le processus, et c'est un des passages les plus spectaculaires et les plus stimulants de la violence et le sacré. René Girard démontre que les primitifs ne plaquent pas des phénomènes sociaux sur des phénomènes naturels pour expliquer les phénomènes naturels. Au contraire, dans leur démarche empirique et scientifique, ils vont essayer de repérer dans la nature des phénomènes qui vont leur permettre de rendre compte de leur expérience sociale. Et typiquement, des situations de conflit et de rivalité qui sont indubitablement associées aux enjeux de la procréation. Et donc ce sont toutes les rivalités liées à la procréation, à la reproduction de la communauté humaine, qui les amènent à associer le sang de la femme à celui que répand un meurtre. Donc la femme, et là je reboucle sur ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la victime émissaire et de la réification de la violence, la femme, dans le scénario de la religion archaïque, devient par le sang la coupable naturelle d'une violence bien réelle. Dernier concept fondamental pour approcher correctement la pensée de René Girard, ce qui va appeler ensuite la révélation du mécanisme sacrificiel, dans un ouvrage dont vous avez sans doute entendu le titre, puisque cet ouvrage s'intitule « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Alors pour comprendre ce que René Girard met en avant dans « Des choses cachées depuis la fondation du monde », il faut dire deux mots d'un aspect de la mécanique sacrificielle que j'ai laissé de côté tout à l'heure, et qui est celui de la méconnaissance. René Girard pense qu'au cœur de la mécanique sacrificielle se situe donc cette notion de méconnaissance. Qu'est-ce que c'est que la méconnaissance? Tout simplement, c'est le mélange d'un savoir et d'une ignorance. Alors le sacrifice, pour René Girard, correspond de façon très précise à la mise en œuvre de cette définition de la méconnaissance, puisque le sacrifice est à la fois ignorance et savoir. Le sacrifice est ignorance parce que tant qu'il demeure vivant, le sacrifice ne peut pas rendre manifeste le déplacement sur lequel il est fondé. Alors on peut prendre un exemple typique tiré, une fois de plus, de la vie quotidienne. Quand vous rentrez énervé de votre travail et que vous vous êtes accroché avec votre patron, vous êtes très énervé, vous allez chercher une victime de substitution, et si vous êtes particulièrement mal élevé et particulièrement peu au fait de la défense des animaux, vous allez donner un coup de pied à votre chien pour évacuer cette tension qui vous anime. Mais ce qui se passe, évidemment, c'est qu'au moment même où vous vous voyez en train de poser ce geste devient impossible, puisque
tant que c'est inconscient, le geste part. À partir du moment où vous formulez que vous êtes en train de donner un coup de pied à votre chien parce que vous vous êtes fâché avec votre patron ou que vous vous êtes disputé avec votre femme, tout de suite, si vous voulez, l'enchaînement devient tellement absurde que vous culpabilisez et que vous arrêtez aussitôt. Donc il ne peut pas y avoir de sacrifice s'il n'y a pas d'ignorance. À partir du moment où le mécanisme qui est derrière le sacrifice est connu, la mécanique du sacrifice ne peut plus fonctionner. Mais le sacrifice est quand même un savoir parce que pour que le sacrifice fonctionne, il ne doit tout de même oublier ni l'objet originel, ni le glissement qui fait passer de cet objet à la victime réellement immolée. Parce que sinon, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas, à un moment ou à un autre, la conscience qu'un transfert s'opère, ce transfert ne peut pas s'opérer. Donc derrière le sacrifice, il y a cette ambivalence de savoir et d'ignorance qui se résout de façon très différente selon les époques et selon les peuples. Et finalement, toute la mythologie s'inscrit dans cet espace d'indétermination où, comme dit René Girard, et tue ce qui est méconnu et dit ce qui n'est pas su. La mythologie est toujours dans la capacité de dire des choses qu'on ne comprend pas et de taire des choses qu'on a comprises mais qu'on ne peut pas dire parce que si on les dit, toute la mécanique d'ensemble s'effondre. Et c'est donc dans ce contexte-là que René Girard, dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, va bouleverser de fond en comble l'approche anthropologique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'anthropologie classique, c'était l'idée, précisément dans l'objectif positiviste de refuser au christianisme le statut à part qu'il revendiquait, c'était imposer une méthode comparatiste qui avait pour effet de démontrer que, en définitive, ce que racontait la Bible, et encore plus spécifiquement ce que racontaient les évangiles, ça n'était rien de plus que des mythes comme les autres. On retrouvait dans les récits de la Bible et dans le récit des évangiles des enchaînements narratifs qui sont propres à tous les mythes. D'accord ? Dans l'évangile au moment de la Passion, on retrouve une communauté affectée par des tensions qu'elle n'arrive plus à résoudre et qui renvoie singulièrement à la peste telle qu'elle est décrite par Sophocle dans Oedipe Roi, par exemple. Et puis, cette communauté en crise, elle fait surgir un héros qu'elle sacrifie et auquel ensuite elle prête des caractéristiques absolument extraordinaires. Et de ce fait, il est tentant de dire que finalement Oedipe et Jésus, c'est pareil. Alors René Girard, là, va, faire fond sur sa formation littéraire pour retourner ces ressemblances contre elles-mêmes et inverser symétriquement leur interprétation. Ce que René Girard va mettre en avant, et c'est tellement simple qu'on se demande comment ça n'a pas pu être formulé auparavant, c'est qu'effectivement l'évangile est un mythe exactement comme tous les autres, sauf qu'il y a une différence fondamentale qui est, en termes littéraires, l'inversion de la situation d'énonciation. Puisque dans la mythologie classique, si vous voulez, celui qui écrit la mythologie est systématiquement du côté de la foule et adhère à la culpabilité d'une manière ou d'une autre, adhère à la culpabilité de la victime. Alors que dans l'évangile se produit pour la première fois, c'est un fait observable, ensuite on peut lui donner toutes les interprétations que l'on veut et rentrer éventuellement dans le champ théologique, ce que René Girard va faire plus tard, on peut tourner le problème dans tous les sens. Le Christ, dans le récit de la Passion, par les 4 évangélistes, est présenté comme une victime innocente qui est injustement sacrifiée par la foule. Et donc, en définitive, le récit de la Passion par les 4 évangiles, préparé par évidemment tous les textes prophétiques de l'Ancien Testament, est le moment où cette méconnaissance du sacrifice est levée, et où donc la victime est sue comme innocente. Les évangiles se situeraient donc, pour terminer cette première partie, du côté de la vérité romanesque. Bien, donc là j'en ai terminé dans ma présentation des concepts que j'estime fondamentaux de la pensée de René Girard. Si vous souhaitez me reprendre sur tel ou tel point ou m'amener à expliciter tel passage qui vous semblerait obscur, évidemment je reste à votre disposition. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que, et là je rentre dans le champ politique, et je m'engage, je n'ai pas peur de le dire, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'à mon sens, le prisme de la pensée girardienne permet de rendre compte de manière particulièrement puissante, en tout cas particulièrement stimulante, des phénomènes d'aberration identitaire dont notre société contemporaine est travaillée. Et je voudrais vous démontrer que la crise identitaire contemporaine correspond à ce que René Girard a identifié dans les séquences mythologiques comme une oscillation des différences, d'où émerge la différence monstrueuse. Alors dit comme ça paraît très abstrait et très complexe, mais on peut le reprendre d'une façon beaucoup plus simple. Pour René Girard, dans une société donnée,
Ce ne sont jamais les différences qui posent problème, contrairement à une idée reçue, ce sont les ressemblances. Le fait que dans une communauté atteinte par des phénomènes d'emballement mimétique, chacun a tendance à devenir le double de tous les autres. Et à l'inverse, la résolution de la crise, l'apparition de la culture, coïncide précisément avec l'institution des différences culturelles. Donc les différences dans le schéma girardien n'arrivent jamais au début de la séquence comme un facteur de perturbation exogène, elles interviennent au contraire à la fin de la séquence comme le résultat d'un processus immanent à la communauté et qui lui permet de surmonter sa violence. Et René Girard va très loin dans cette voie-là, puisque pour René Girard, finalement, le moment de stupeur qui atteint la communauté préhumaine, pourrait-on dire, au moment où sa violence a été résolue par le meurtre de la victime émissaire, institue la victime émissaire comme la différence absolue, le sacré à la fois révéré et redouté qui fonde toutes les autres distinctions sociales, à commencer, et c'est là où ça va très loin, à commencer par le langage lui-même, qui pour René Girard est une capacité humaine à appréhender le réel à partir de la reconnaissance de la victime comme signifiant transcendantal. Et alors il donne un exemple dans le champ politique que moi je trouve imparable, hein, c'est son interprétation de la monarchie, son interprétation de l'institution monarchique à travers l'exemple des rituels d'intronisation dans les monarchies sacrées africaines. Et René Girard montre qu'en réalité, le monarque, tel que nous le percevons aujourd'hui entouré de sa pompe et de son faste, n'est en fait au départ qu'une victime en attente d'immolation. Donc c'est une victime autour de laquelle une communauté est en train de se réconcilier, et comme cette communauté se rend compte que cette victime lui ramène la paix, au lieu de l'éliminer immédiatement et de devoir ensuite aussitôt réenclencher un nouveau cycle pour identifier une nouvelle victime, elle se dit, bon je le présente de façon très triviale évidemment, hein, mais elle se dit que ça serait peut-être plus économique de se saisir de cette victime et de faire durer dans le temps son rôle protecteur, si vous voulez. Et donc, tous les rituels autour de la monarchie, toutes les pompes et tous les fastes autour de la monarchie sont en fait liés à des rituels qui tournent autour de la conservation de la victime en attente d'immolation et à laquelle régulièrement on fait rejouer de manière assez spectaculaire tous ces assassinats de la différence qui justifient qu'à intervalles réguliers, la communauté se remette en branle contre lui et l'insulte. Donc, dans les rituels d'intronisation des monarchies africaines, le monarque africain commet l'inceste, enfin commet toutes les transgressions possibles qui vont justifier le fait que la communauté se réconcilie contre lui. Et alors ensuite, évidemment, on a oublié l'origine de la monarchie, et par exemple, alors c'est typique hein, du processus de cristallisation civilisationnelle à partir de ce mécanisme initial. L'inceste, par exemple, dans la monarchie égyptienne, va devenir un privilège royal, destiné à préserver la pureté du sang royal, mais en fait, cette interprétation de l'inceste royal n'est en fait que la perpétuation d'un rituel dont on a oublié l'origine. Et à partir de là, alors je n'ai pas le temps de détailler, hein, mais disons que toutes les institutions de la société humaine trouvent un éclairage nouveau. Par exemple, la domestication. La domestication, dans un schéma d'interprétation marxiste, c'est le moment où la communauté commence à instituer la valeur d'échange et où il est nécessaire de commencer à maximiser les profits. René Girard ne nie pas cette dimension économique de la domestication, mais il montre qu'elle n'arrive qu'en conséquence. En fait, la domestication serait liée au processus que j'ai essayé d'écrire tout à l'heure, c'est-à-dire au fait que dans un deuxième temps, après les sacrifices humains, le deuxième stade de substitution sacrificielle s'est fait aux dépens des animaux, et donc la logique consistait à faire vivre des animaux aux côtés de la communauté pour les rendre les plus proches possibles de la communauté, en sorte que quand l'animal est sacrifié, il est suffisamment proche de la communauté pour que les pulsions qui se déchaînent à ce moment-là soient susceptibles de ramener à nouveau la paix à l'intérieur de la communauté. Alors, je pense que cela permet d'éclairer d'un jour nouveau la crise identitaire qui affecte les sociétés occidentales et qui sont toutes, à mon avis, caractérisées par le fait que systématiquement, au départ, contrairement à la pensée de René Girard, c'est toujours la différence qui est identifiée comme le point de départ de la crise, non pas la ressemblance. Alors, dans un paradigme, on va dire, de droite identitaire, la différence doit être, archaïquement, je dirais, hein, expulsée de façon à refonder le pacte social dans la reproduction du mécanisme sacrificiel.
Dans un paradigme de gauche, c'est un petit peu plus complexe, mais au fond, je pense que ça revient exactement au même. Puisqu'en réalité, dans un paradigme de gauche, la façon dont la victime est valorisée est une façon très paradoxale de la valoriser, parce que la différence est valorisée en tant qu'elle est minorée, précisément. La communauté au destin de laquelle veille un corpus de valeurs progressistes est une communauté au sein de laquelle chacun peut s'insérer comme il est, hein, c'est le slogan McDo, mais en vivant sa différence uniquement sur le mode de l'enrichissement gastronomique. Donc en réalité, la différence comme source d'enrichissement est un fantasme chez les gauchistes, puisque la différence, elle n'est valorisée qu'à partir du moment où elle est privée de toute dimension systémique et de tout un arrière-plan d'interprétation du monde. Dans un cas, à droite, la différence est présentée comme invivable, dans l'autre, la différence est présentée comme surmontable, mais dans les deux cas, la différence est posée au départ et la nature du pacte social, de droite ou de gauche, dépend du sort qu'on réserve à ces différences. Alors que, je le répète, pour René Girard, les différences parviennent au terme du processus. À partir de là, je pense pouvoir dire, mais là je reprends le terme de Emmanuel Todd, hein, je me mets en mode séminaire, on réfléchit ensemble, vous avez le droit de me lyncher à la fin de la conférence. Je considère pour ma part que ce qu'on a appelé le choc des civilisations est en fait une crise d'indifférenciation qui tente de se résoudre par la production de nouvelles différences culturelles. Alors j'ai envie, je prends un risque, j'ai envie de partir d'une étude de cas qui part d'un exemple tiré de l'actualité la plus récente. La rentrée sous abaya que nous venons de vivre sous l'égide de notre nouveau ministre de l'Éducation nationale. Moi, je soutiens que la rentrée sous abaya, et c'est là effectivement où mes prises de position ont pu être interprétées comme étant très à gauche, moi je considère que la rentrée sous abaya ne raconte pas le choc d'une société occidentale perturbée par une civilisation exogène. Je soutiens que la rentrée sous abaya est le récit mythologique d'un choc d'indifférenciation croisée entre ce que je vais essayer de vous présenter, je cite, comme la laïcité comme charia, d'un côté, et de l'autre, donc ça c'est du côté des identitaires de droite, et de l'autre, du côté des identitaires de gauche et des musulmans identitarisés, la charia comme radicalisation du féminisme. Alors bon, tout ça est très très glissant, hein, donc je précise tout de suite que je ne suis ni un théologien musulman, ni un historien des mentalités, ni un juriste, ni un théoricien de la laïcité. Je ne prétends pas ici vous rendre compte de la laïcité comme concept ou restituer la laïcité dans une dimension historique. Je saisis la laïcité comme récit, je me situe du point de vue de la subjectivité de ceux qui convoquent ces notions. D'accord ? Donc je ne suis pas en train de vous dire ce qu'est à mon avis la laïcité, ou ce qu'est à mon avis la charia, ou ce qu'est à mon avis le féminisme. J'observe les séquences narratives, comme je le fais dans mon livre Tragique Espérance, et j'essaye de décrypter les récits, les mythologies au fond, que ces notions permettent de fonder. Alors la laïcité comme charia d'abord. Dans un large spectre politique qui va en gros du printemps républicain jusqu'à Civitas, de Franc-Tireur jusqu'à Rivarol et de Caroline Fourest jusqu'à Marion Maréchal, on va dire que la jeune fille qui pénètre dans un collège revêtu d'une abaya cherche à faire prévaloir une confusion islamique du temporel et du spirituel, au terme de laquelle elle est vécue comme étant le fer de lance permettant d'imposer un mode de vie, des valeurs, des principes qui ne seraient pas compatibles avec notre civilisation. Et face à cette jeune fille qui cherche à rentrer dans un collège en abaya, notre civilisation chercherait à réimposer sa liberté comme étant son dernier mot. Et alors là, on est devant un paradoxe que moi je trouve absolument insondable, qui est finalement que la jeune femme ou jeune fille qui rentre dans son collège ou dans son lycée en abaya, en choisissant de porter une robe longue aux contours flous, finalement, en faisant ce choix vestimentaire, elle est perçue comme remettant en question la liberté de se vêtir, dont la concrétisation dans nos sociétés occidentales décadentes se déploie à l'intérieur d'un éventail qui va en gros du jogging à la mini-jupe. Donc, c'est quand même très étonnant parce que dans les établissements scolaires que je connais bien, puisque moi je suis un ancien de l'Éducation nationale dont j'ai démissionné en janvier 2021, on va se remettre à sortir les doubles décimètres pour vérifier la longueur des jupes et voir si dans un cas c'est pas trop court et voir si dans un autre cas c'est pas trop long. Donc, si vous voulez, la liberté, à partir du moment où elle ne permet plus de désigner une situation de consensus spontanément partagé, elle devient l'affirmation orwellienne d'une contre-théologie du corps féminin. Donc, premier choc d'indifférenciation, la laïcité comme charia.
Deuxième choc d'indifférenciation qui s'alimente réciproquement avec le premier, c'est la charia comme féminisme. Parce que ce qui est très intéressant, et là encore je ne me prononce pas sur le fond, je ne fais qu'observer l'emploi des mots par les différents partis en présence, que répondent les musulmans identitarisés à cette accusation de la droite identitaire? Eh bien moi, ce que j'observe à ma grande surprise, c'est que très peu de musulmans identitarisés se battent sur le terrain de la loi de 1905 qui affirme la liberté, qui affirme la laïcité comme liberté de conscience, garantie par un État qui s'inflige à lui-même des normes de neutralité. Si vous observez bien, le schéma rhétorique des musulmans identitaires consiste à dire que l'abaya n'est pas un vêtement religieux. Autrement dit, la défense de l'abaya serait une façon de mener le combat contre, je cite, l'islamophobie, et je cite de nouveau le harcèlement scolaire. Donc, quand vous voyez comment les officines de l'islam identitaire aujourd'hui, déploient la défense de l'abaya, on a l'impression d'être face à, en gros, la rhétorique de Caroline Fourest. On va avoir des convocations de mécaniques dont le ministère lui-même n'arrête pas de reparler sans arrêt, comme par exemple celle du mécanisme, comme celle du harcèlement scolaire. Et donc on a vu, par exemple, ça je trouve ça tout à fait étonnant, on a vu des jeunes filles se présenter, donc musulmanes ou prétendues telles, se présenter devant leurs établissements avec des copies d'écran du site internet de H&M, grâce auquel elles prétendaient démontrer que leur robe n'était pas commercialisée sous le nom d'abaya et que donc elles correspondaient parfaitement aux us et coutumes de la société occidentale. Et donc ce qui est très étonnant, c'est de voir que ces musulmans, finalement, se placent spontanément sous la protection du marché et du venez comme vous êtes. Il est interdit d'interdire, tel est finalement le sort de la charia dans la France de 2023. Deuxième choc d'indifférenciation. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque comme le dit René Girard, les soupçons se nourrissent d'eux-mêmes et provoquent une montée aux extrêmes qui ne trouve sa fin qu'au moment où la communauté se réconcilie contre une victime émissaire. Que répond la droite identitaire? Là aussi, je ne me prononce pas sur le fond, mais j'observe les schémas argumentatifs. Que répond la droite identitaire? C'est un enchaînement argumentatif qui a fait florès sur les réseaux sociaux et dont certains excipent parce qu'ils le trouvent tellement efficace qu'ils pensent que ça clôt la discussion. La droite identitaire nous dit « Il est absurde de nous traiter d'islamophobes puisque vous-même proclamez fièrement que vos tenues ne sont pas islamiques. » Alors, là aussi, c'est quand même très ambigu comme forme de défense à l'attaque, si vous voulez. Parce que quel est le sous-texte de cette argumentation? Est-ce que quand la droite identitaire conservatrice, dénie le reproche d'islamophobie, est-ce qu'elle veut sous-entendre par là qu'elle est devenue islamophile? Moi, je ne crois pas. Je suis même persuadé du contraire. Je pense que quand la droite identitaire pense mettre les musulmans en difficulté en montrant que leur accusation d'islamophobie est absurde, en fait, qu'est-ce que la droite identitaire veut dire? La droite identitaire veut dire qu'en réalité, elle n'a pas besoin de cibler les musulmans, puisque les musulmans sont en train de se désigner eux-mêmes comme les ennemis de la civilisation, à travers un montage argumentatif qui est la preuve de leur mauvaise foi, et c'est ce qu'ensuite on a théorisé sous le nom de taqiyya. Donc l'extrême droite ne peut pas assumer le fait qu'une partie de l'extrême droite ne peut pas assumer le fait qu'elle est islamophobe, donc elle se met en situation d'être attaquée par les musulmans pour montrer qu'en fait c'est elle qui est en position défensive face à des menées qui sont caractérisées par une intense mauvaise foi. Alors faut-il faire droit à ces suspicions symétriques? Je crois que non, personnellement, précisément parce que le politique est le champ du récit et de la performativité du langage. Le fait que des milieux de droite, de gauche, catholiques, musulmans, athées, il y a une variété surprenante d'identitarisme aujourd'hui dans la société occidentale, le fait que les milieux identitaires en soient réduits à inscrire leur polémique à l'intérieur du paradigme montre que, en fait, ce paradigme a triomphé et qu'il s'impose à tous. Et qu'est-ce que c'est que ce paradigme, finalement? Eh bien, ce paradigme, pour moi, c'est ni plus ni moins que le paradigme des Lumières, un paradigme qui a consisté à opposer à l'obscurantisme religieux une capacité humaniste à pourchasser toutes les différences, toutes les discriminations, en un mot, le sacré. Et par voie de conséquence, à imposer une conception de la liberté qui serait définie, dans l'optique des philosophes des Lumières, comme la marge d'autonomie absolue du sujet à l'intérieur d'une sphère que seule délimite la sphère à l'intérieur duquel intervient autrui. Et donc, je pense que la crise identitaire actuelle
qui se lie à travers l'affrontement entre différentes formes d'identitarisme, peut être interprété comme l'effondrement de ce paradigme, non pas sous l'effet de pression exogène, mais sous l'effet des contradictions issues de son propre succès. Parce que aussi bien l'efficace de ce paradigme nous fait advenir, nous aujourd'hui, dans un monde marchand, liquide, indistinct, où il n'y a plus que des doubles en lutte qui cherchent à se redifférencier et qui tentent de refonder de nouvelles tribus autour de signes identitaires promus et validés dans le regard de l'adversaire. Donc, le ministère va un jour de rentrée décider que c'est l'abaya qui pose problème, et donc automatiquement, les milieux musulmans identitaires vont se revendiquer de l'abaya, et si on interdit l'abaya, eh bien, le jeu va se reproduire autour de quelque chose d'autre, qui peut être la couleur d'une robe. J'ai même vu en ce moment que des jeunes filles se présentaient avec des gants. Donc, est-ce que le ministère a décidé que les gants sont contraires à la laïcité? Si les gants sont contraires à la laïcité, du coup, les musulmans identitaires vont considérer que le gant, c'est depuis toujours la manifestation de l'islam authentique, et à partir de là, on rentre dans un cercle d'indifférenciation, si vous voulez, où finalement tout le monde, tout se ressemble, mais où les différences ressurgissent sous une forme monstrueuse, qui fait que finalement, dans la France de 2023, malgré tous les problèmes systémiques auxquels nous sommes confrontés, et dont on ne parle plus par ce fait-là, il n'y a plus que des sarrasins envahisseurs contre des racistes nostalgiques de l'OAS. Bien. Donc, tout ça, en fait, je vais accélérer un petit peu, puisqu'on m'avait donné 45 minutes. Tout ça dénote, en fait, et là, René Girard nous est d'un grand secours, un rapport devenu pathologique à la victime. En fait, je pense que l'Occident des Lumières est un Occident post-chrétien qui ne sait pas quoi faire de la révélation évangélique de l'innocence de la victime et qui va le traiter sous la forme d'une dialectique mortifère. Ou bien le souci des victimes est laïcisé, retourné contre le christianisme, va devenir le fondement de l'ordre social, et à mon avis, c'est ça qui est à l'origine de ces processus auxquels nous assistons aujourd'hui, de surenchère victimaire, de rente mémorielle, de déconstruction du langage, de décolonialisme sous toutes ses formes. Et puis, dialectiquement, le souci des victimes qui va être identifié comme la cause du malheur social et qui va faire à son tour l'objet d'une expulsion, précisément en raison de la menace qu'il fait planer sur la civilisation et sur l'ordre social. Et à ce moment-là, dit René Girard, là je cite René Girard, on se met à faire du bouc émissaire en le sachant. Alors que la logique du bouc émissaire n'est civilisatrice qu'à partir du moment où elle repose sur un mécanisme de méconnaissance. En gros, faire du bouc émissaire en le sachant, c'est s'être engueulé au bureau avec son patron, rentrer chez soi, donner des coups de pied à son chien, se rendre compte que c'est absurde, mais continuer à le faire. Et dans la pensée de René Girard, cette façon de faire du bouc émissaire en le sachant rend compte cette fois-ci de l'écueil symétrique à celui que j'ai décrit tout à l'heure avec la déconstruction, qui est en fait l'inversion du souci des victimes et la volonté délibérée de produire des victimes. Je pense que les totalitarismes du XXe siècle, et en particulier le totalitarisme nazi, répond à cette définition. Et donc on assiste finalement à un phénomène d'involution culturelle. C'est en ce sens-là, à mon avis, que je ne mérite pas l'accusation de gauchiste qui m'est parfois opposée. Un phénomène d'involution culturelle qui se comprend très bien à partir du moment où on a bien saisi la naissance de la communauté civilisée au terme du mécanisme sacrificiel dans la pensée de René Girard. Puisque dans la pensée de René Girard, le langage et toutes les différences culturelles et toutes les institutions et toute la civilisation surgit du silence stupéfait de la communauté réconciliée autour de la victime. Et aujourd'hui, ce silence originel, d'où découlent toutes les différences et toute la civilisation, est remplacé par le tohu-bohu d'une foire à la victime, où chacun se sent fondé à affirmer qu'il est plus victime que tous les autres réunis. Et donc, si on inverse le processus d'hominisation tel que René Girard le décrit, on n'est pas très étonné de voir se dérouler la pelote soigneusement enroulée par le processus d'hominisation tout au long de l'histoire, et voir finalement, et c'est là que je veux en arriver, voir être remise en question le processus même du langage. Et je pense qu'aujourd'hui, les débats surréalistes auxquels on assiste, surréalistes ou infraréalistes, je ne sais pas, auxquels on assiste autour de l'opposition entre les woke et l'anti-woke, correspond en fait à une crise anthropologique qui, contrairement à ce que dit Michel Onfray, ne pose pas la question de notre survie en tant que civilisation, mais notre survie en tant qu'humanité elle-même. Et je pense, pour vous donner un exemple concret, que le fonctionnement des réseaux sociaux, dans un premier temps, et maintenant dans un deuxième temps, l'intelligence artificielle et tous les moteurs conversationnels type ChatGPT, en fait,
derrière les propos, comment dirais-je, ambitieux, orgueilleux du transhumanisme, démontre en fait une impasse du langage. Puisqu'aussi bien ces moteurs conversationnels, qu'est-ce qu'ils nous disent du langage en fait? Ils nous disent que le langage n'a plus de pouvoir créateur, n'a plus de pouvoir d'identification du réel, et finalement l'humanité transhumaniste, sous les dehors d'un progrès indéfini, serait condamnée à réagencer de façon indéfinie et algorithmique des séquences verbales archivées dans le big data. Donc, tous les textes qui seraient produits aujourd'hui, à terme, si ce type d'intelligence artificielle s'impose, eh bien, ce type de langage renonce finalement à élucider le réel et ne survit qu'à travers un ressassement permanent de lui-même. Alors, dernière partie, cette histoire de tragique espérance. Combien de temps me reste-t-il? Une dizaine de minutes? Je peux encore compter sur une dizaine de minutes? Bien. Alors, tragique espérance, la grille d'analyse girardienne est-elle susceptible de déboucher sur une praxis, et si oui, laquelle? Alors, je vais essayer de vous présenter le girardisme comme réconciliation et prendre l'exemple du langage de la parenté. Alors là, je vais tout de suite au-devant d'une objection qui m'est très souvent faite à chaque fois que j'utilise le concept de réconciliation. Contrairement à ce que je viens de dire pourrait laisser supposer, je ne définis absolument pas la réconciliation dans le sens où une certaine association l'entend encore aujourd'hui. Puisque, pour moi, la conception soralienne de la réconciliation n'est pas une déconstruction de la mécanique identitaire, même si Soral se revendique parfois de René Girard. La mécanique soralienne de réconciliation ne procède pas d'une déconstruction de la mécanique identitaire, mais se contente d'en redistribuer les expressions dans la perspective d'un renversement d'alliance. Moi, quand je parle de réconciliation girardienne, je parle d'une réconciliation au sens épistémologique qui serait une réconciliation entre la nature et la culture, entre la science et la religion. Alors l'exemple du langage de la parenté est très, très parlant, je trouve, pour illustrer cette dimension réconciliatrice de la pensée girardienne et les implications politiques qu'on peut en tirer. En fait, dans La violence et le sacré, René Girard part de la remise en question par Lévi-Strauss du concept de famille élémentaire qui avait été défini par l'anthropologie classique comme la juxtaposition d'un homme, de son épouse et de leurs enfants, chacun définissant les trois types de rapports dits de premier rang. Le rapport entre le mari et la femme qui est un rapport d'alliance, le rapport entre les enfants qui est un rapport de consanguinité, et le rapport entre parents et enfants qui est un rapport de filiation. Et les rapports de second rang, ceux qui unissent les familles élémentaires, seraient une déclinaison de ces rapports de premier rang. Lévi-Strauss, d'accord en cela avec René Girard, fait remarquer que le caractère primordial, je le cite, le caractère primordial de la parenté humaine est de requérir comme condition d'existence la mise en relation des familles élémentaires. Donc, ce qui est vraiment élémentaire, ce n'est pas les familles, termes isolés, mais la relation entre les termes. Et à partir de là, dans la pensée structuraliste, va apparaître, de façon cette fois-ci très concrète, parce que le structuralisme c'est quelque chose de compliqué, une divergence radicale entre le domaine de la culture, qui serait celui de l'arbitraire et de la règle. Ce sont tout ce que Lévi-Strauss identifie comme les langages de la parenté, toutes ces règles positives qui font que dans telle société, il va être obligatoire de se marier entre cousins de tel rang, ou au contraire interdit de se marier entre tels cousins. Et puis de l'autre, il y aurait la nature, qui elle serait le champ des interdits, et qui se contente, dans la pensée de Lévi-Strauss, de tenir compte du fait biologique. Donc les interdits, typiquement, les interdits de l'inceste, et ainsi de suite. Et alors René Girard, une fois de plus, il remarque quelque chose qui est tellement évident qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. René Girard montre qu'il y a là une confusion entre le fait de la parenté biologique, auquel évidemment les hommes ne peuvent jamais se soustraire, jusqu'aux progrès les plus récents de la médecine, et le savoir de ces données. Et ce que René Girard montre, c'est que le savoir de ces données, le savoir des données de la parenté biologique, n'est pas accessible à l'état de promiscuité naturelle. Et René Girard prend l'exemple d'une portée de chat qu'on laisserait se développer spontanément sur 2 ou 3 générations. Si vous laissez une portée de chat se développer sur 2 ou 3... Enfin, je ne suis pas spécialiste des mœurs félines, mais enfin, vous comprendrez ce que je cherche à dire. Si on laisse se développer une portée de chat sur 2 ou 3 générations, au bout de 2 ou 3 générations, vous ne pouvez plus identifier les rapports de parenté que le savoir biologique permet d'identifier, puisque tout le monde est plus ou moins le fils, la fille, le mari, la grand-mère, la tante de tout le monde. D'accord ? Donc, ce que René Girard dit, c'est qu'il ne suffit pas de tenir compte des règles de la parenté biologique, il faut aller jusqu'à dire que les systèmes
même les plus rigides et les plus artificiels, ce sont eux qui les découvrent. Et donc là, René Girard, de nouveau, comment dirais-je, se réfère à ce processus expérimental qui est à l'œuvre dans les communautés préhumaines ou néo-humaines, on va dire, qui sont capables d'identifier des séquences qui annoncent le retour de la violence dans la communauté. Par exemple, typiquement, le moment où des hommes se mettent à rivaliser autour de femmes qui leur sont trop proches. De là vont découler toute une série d'interdits. Par le biais expérimental autour de la violence, on va du coup isoler les parents, les enfants, etc. Et à travers la situation ainsi créée par les différents interdits qui ont pour objet d'empêcher le retour de la violence, à ce moment-là, la communauté humaine va se mettre en situation d'identifier les faits biologiques qui permettent de faire la différence entre un père, une mère, un enfant, et ainsi de suite. Donc là, on est devant un paradoxe absolument incroyable, c'est que finalement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et dont on s'enorgueillit parfois, la société moderne n'est pas du tout une société moderne qui s'est affranchie de l'interdit, mais au contraire une société où l'interdit est devenu le seul fait structurant de la parenté. Puisque dans la société, comment pourrait-on définir une société moderne jusqu'aux aux différentes évolutions que l'on constate sous nos yeux? Une société humaine disons, les débuts du néolithique et puis aujourd'hui, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas être à la fois le mari, le fils, la femme, la grand-mère, la tante, etc. Donc, quelque part, nos structures familiales reproduisent notre compréhension des faits biologiques. Il y a une correspondance, il y a une coïncidence entre notre compréhension du fait biologique et la manière dont nos relations de parenté sont organisées. Ce qui ne serait pas le cas dans une société où, par exemple, il serait obligatoire pour le père, par exemple, d'épouser sa fille. À partir du moment où un père est obligé d'épouser sa fille, au bout de 2 ou 3 générations, les rapports de parenté se mélangent. Et donc, par exemple, les rapports de consanguinité, d'alliance et de filiation ne peuvent plus être séparés les uns des autres. Donc c'est très intéressant ça parce que, d'une certaine façon, on pourrait dire que la dialectique girardienne éclaire d'un jour nouveau les débats sociétaux entre les tenants de la théorie du genre et les apôtres de la filiation biologique. Alors certains vont tirer René Girard du côté du wokisme, j'en connais certains qui accusent René Girard d'être en fait l'ancêtre de la théorie woke parce qu'il refuse le primat du biologique. Mais d'autres au contraire vont tirer René Girard du côté des réactionnaires parce qu'il fait de l'interdit, et ça, en faisant ça, René Girard viole un tabou fondamental de la modernité. René Girard fait de l'interdit le geste premier par lequel l'accès au sens devient possible. Donc le girardisme est une déconstruction, mais, je reviens à ce que je disais au départ, le girardisme est le contraire d'un nihilisme cognitif, puisque c'est à l'intérieur de la déconstruction que finalement on se rend capable d'identifier quelle est notre nature. Donc finalement, René Girard dit aux progressistes et aux conservateurs, vous avez raison ensemble. Et ce vous avez raison ensemble, c'est là où j'introduis pour terminer la notion de tragique, ce vous avez raison ensemble, c'est en fait le postulat initial du langage tragique tel que René Girard l'interprète, puisque dans la pensée de René Girard, ça je pense que c'est un des aspects les plus fascinants de sa pensée, le tragique n'a absolument rien à voir avec l'utilisation triviale du mot qui amène à confondre la notion de tragique avec la notion de drame ou de fatalité. Pour René Girard, s'inspirant de la lecture de Sophocle, le tragique n'est pas dans la situation, mais dans le récit qui est fait de la situation. Et comme les prophètes de l'Ancien Testament, en définitive, les poètes grecs sont ceux qui, mystérieusement, ont été rendus capables de rendre compte du moment sacrificiel comme moment sacrificiel. Et finalement, la tragédie grecque, c'est un moment mystérieux dans l'histoire humaine, où finalement, un coin du voile est levé sur l'innocence de la victime et la querelle des doubles. Et littérairement parlant, René Girard associe ça à la mise en évidence du dialogue tragique. Le dialogue tragique dans une tragédie grecque, il est construit comme un échange d'accusations symétriques sur le modèle de ce que j'ai voulu actualiser à travers l'exemple de la Baïa. Et le dialogue tragique, finalement, il brouille les pistes. Et dans la première partie de la tragédie classique, la communauté réunie autour de la scène du théâtre, alertée par le cœur, est en situation de se rendre compte que finalement le coupable n'était pas coupable et que tout le monde est identique. Et c'est là finalement que réside le tragique, et c'est là où le tragique est source d'espérance, puisque le tragique n'est pas fatalité, le tragique est la capacité de l'humanité à identifier le sacrifice et à mettre à distance notre instinct accusateur, et donc la tragédie serait l'avant-goût finalement de la révélation évangélique de l'innocence de la victime. Et en définitive, la fatalité
serait ce qui, dans la tragédie classique, est le moins tragique, puisque qu'est-ce que c'est que la fatalité dans le dispositif littéraire tragique? La fatalité, c'est le moment où, in extremis, après avoir frôlé la conscience de l'innocence de la victime, eh bien, ouf, la communauté va pouvoir se réconcilier en rétablissant la victime dans sa culpabilité, mais une culpabilité atténuée, puisque Oedipe a bien tué son père et couché avec sa mère, mais il ne l'a pas fait exprès. Voilà. Donc, on arrive finalement à tenir à la fois la réconciliation de la communauté contre la victime et en même temps l'innocence de la victime. Et cette situation tragique serait, en quelque sorte, la matrice de notre civilisation européenne et occidentale. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.